Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour la continuité de ce focus international. Hi everybody, thank you to be here. If you need some translation, you can have all you need for switch in English if you want to. Voilà, sinon on va nous continuer en français tout au long de la rencontre. La circulation internationale comme moyen de diffusion des idées. Vous vous doutez bien que nous allons parler de rencontres internationales, de politique, des liens qu'il peut y avoir entre les deux, et évidemment, puisqu'on est au Festival d'Avignon, surtout de la façon dont l'art peut transmettre tous ces liens avec la géopolitique et avec les relations au monde. D'abord, on va évidemment commencer par une présentation de deux de nos trois invités. Je commence par vous, Mohamed. Mohamed Zaman Hossein-Keil, vous êtes nîmois, poète, et vous avez publié dans Le Jardin de mon espoir, qui est à la fois un livre récit de votre venue de l'Afghanistan vers la France, en passant par la jungle de Calais, entre autres, et toute une série de poèmes qui sont en français et en pachto. Et voici Jean Vinet qui arrive. Merci beaucoup. Et où là justement on est à la fois dans une œuvre poétique qui est un véritable travail et en pachto et en français sur le son, sur la rime, sur la poésie contemporaine et la poésie classique qui peut exister en Afghanistan, et en même temps c'est un livre qui justement transmet des idées et qui se veut aussi un livre politique. Bonjour à tous, merci Bruno et merci l'équipe de j'ai oublié, Festival d'Avignon pour m'avoir invité et l'occasion d'échanger avec vous et avec mes amis. Voilà. Oui, moi, comme que tu m'as présenté un peu, je m'appelle Mohamed Zaman Hossein-Keil. Je suis un journaliste, écrivain, poète afghan. Ça fait 8 ans que je suis en France. Et 8 ans avant, comme que j'ai dit un peu à mon ami, 8 ans avant, je ne savais pas dire bonjour, je n'avais pas de papier et je connaissais personne non plus. Depuis 8 ans, j'ai commencé à apprendre le français, j'ai construit ma vie et j'ai pensé d'écrire ce livre, de passer ce message. Dans ce livre, il y a pas mal de choses. Il y a la poésie que j'avais écrit en Afghanistan, d'abord dans ma langue, j'avais écrit, et le cahier j'avais laissé en Afghanistan. Et poésie c'est très important, c'est un art que facilement on peut passer de messages. Et moi au début je voulais montrer les difficultés des Afghans. Ça fait 40 ans il y a la guerre là-bas, on est fatigué, on ne peut plus de la guerre. Et moi, je voulais passer ce message. Depuis 15 ans, j'ai commencé à écrire des poésies. Et la poésie, c'est très important dans notre culture afghane. En France, malheureusement, c'est pas pareil. Et là-bas, quand il y a une fête des poésies, il y a énormément du monde, de tous les âges. Il y a les gens âgés, des jeunes, même il y a des enfants. La poésie, c'est très important dans notre culture afghane. Moi, j'avais 15 ans que j'ai commencé à écrire des poésies et grâce à mes poésies, que j'ai participé beaucoup de fêtes, grâce à ça, j'étais un peu connu dans ma province, dans ma ville natale, qu'elle s'appelle Lagman. Lagman, c'est une ville agriculteur dans l'est de l'Afghanistan. J'étais connu, j'avais 15 ans à peu près, et j'ai eu proposition de travailler comme un journaliste dans un magazine. Comme que j'ai eu cette proposition, j'ai dit bien sûr je vais accepter, pourquoi pas. Surtout que ma mère tout le temps elle écoutait de la radio. Quand il y avait des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, elle disait des compliments sur les journalistes. Et c'était mon rêve d'être journaliste pour ma mère. Et quand j'ai eu cette proposition, j'ai accepté. J'ai dit c'est une chance, c'est une occasion, je dois
partager les problèmes et encourager les Afghans. J'ai réfléchi comment je peux faire, comme que je vous ai dit que tout à l'heure, que j'en pouvais plus moi-même. J'étais né dans la guerre, j'étais grandi dans la guerre. On dit que les enfants c'était des rois, mais moi j'étais jamais un roi. J'ai jamais joué tranquille, j'ai jamais mangé tranquille, j'ai jamais dormi tranquille. La vie dans un pays de guerre, c'est horrible. Et moi j'ai dit comment je vais faire, comment je peux aider mon peuple et comment la guerre va se terminer. J'ai pensé que la seule chose, c'est l'éducation qui va apporter la paix chez moi. Comme Victor Hugo qui dit, ouvrir une porte de l'école, fermer une porte de prison. Moi aussi j'ai pensé, j'ai dit, je dois encourager les filles, les garçons pour faire des études. Si on est éduqué, personne ne va nous tromper. Et si malheureusement quelqu'un n'a pas fait des études, on peut le tromper facilement avec une phrase de religion, une phrase de fierté. Je me suis adressé dans des écoles des filles, des garçons, pour les encourager. Surtout, pour moi, c'était priorité, l'importance, l'éducation des filles. Pourquoi l'éducation des filles? Parce que dans un pays comme l'Afghanistan, les hommes, elles travaillent. Les femmes, elles ne travaillent pas, elles sont à la maison. Et elles s'occupent de ses enfants. Elle fait à manger, elle fait du ménage, elle s'occupe de ses enfants. Pour moi, un homme éduqué, c'était une seule personne éduquée. Parce que le papa, le pauvre, elle travaille toute la journée dehors. Dès qu'elle rentre, c'est le soir. Elle n'a pas le temps pour manger, pour se reposer. Elle va être fatiguée. Elle ne va pas apprendre grand-chose à ses enfants. Et si une maman est éduquée, pour moi, c'était une famille éduquée. Parce que la maman, elle est tout le temps avec ses enfants. Et elle va apprendre tout ce qui est l'importance, la valeur de la vie et de l'éducation, de l'humanité. Pour moi, c'était le plus important, l'éducation d'une fille. Malheureusement, avec le temps, j'ai eu beaucoup de changements positifs. Il y avait des parents qui m'encourageaient. Et quand je faisais un article avec une petite fille, j'ai publié dans le journal, les parents de cette petite enfant, ils étaient contents. Et dans le même temps, d'autres filles, par exemple sa cousine ou sa voisine, elle était encouragée quand elle montrait que dans le journal, il y a sa petite photo avec l'article. L'autre fille aussi, sa voisine, elle était encouragée. Elle dit, pourquoi elle est dans le journal et pas moi? C'est là que les ennemis de la paix, de la démocratie et de la liberté, ils m'ont contacté par téléphone. Ils m'ont dit, tu dois arrêter ton travail. J'ai dit, pourquoi je vais arrêter? Il dit, parce que dans notre politique, c'est interdit ça. C'est les talibans. Et moi, au début, j'étais très jeune. J'ai dit, peut-être c'est quelqu'un qui voudrait m'embêter. Et moi, j'ai répondu vraiment sèchement. J'ai dit, non, je ne vais pas arrêter mon travail. Et on m'a dit que si tu ne veux pas arrêter, on va s'en occuper de toi, on va te égorger, on va te couper la tête, etc. Et moi, j'ai trouvé pas sérieusement au début. Mais petit à petit, j'ai senti que c'est vrai, là, si elle me croise, c'est fini pour moi. J'ai réuni avec mes amis proches, avec ma famille. J'ai dit comment je peux faire, parce que là, je me sens vraiment en danger. On m'a dit qu'écoute, reste pas la nuit chez toi. Une nuit chez un ami, demain soir chez un autre, le lendemain chez un autre. J'ai fait comme ça. J'ai changé des villages. Et une nuit, j'étais là, demain soir dans un autre village. Pareil. Chaque nuit, je faisais comme ça. Une nuit, j'étais chez un ami, un autre ami de village, elle m'appelait, elle était stressée, elle était angoissée. Elle m'a dit, tu es où? J'ai dit, je ne suis pas chez moi, pourquoi? Il dit, il y a une tempête chez toi. J'ai insisté, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a des talibans chez toi, il y a ta famille, tes frères et sœurs qui crient, ils pleurent.
Et là, je ne savais pas quoi faire. J'ai réveillé mes amis chez qui que j'étais hébergé. Je les ai réveillés, j'ai dit, écoute, il faut que je rentre. Ils ont fermé les portes avec des cadenas. Il dit, non, non, tu vas pas rentrer. C'est toi le but, c'est toi qu'ils te cherchent. Tu vas voir, ils vont rien dire à ta famille. Toute la nuit, j'étais réveillé, mes amis aussi. Et le lendemain, quand je suis venu, j'ai vu ma mère, mes frères et sœurs, les yeux rouges, peur, angoissés, tristes. C'est là que on a décidé que je dois quitter mon pays. C'est là que j'ai commencé un voyage de 9000 kilomètres. J'ai contacté un passeur, j'ai payé 15 000 $. Au début, je voulais venir en Grèce, comme que la Grèce est un pays qui a inventé la démocratie. Le plus grand philosophe du monde, c'est des Grecs. J'ai dit, je vais aller me réfugier là-bas. J'ai commencé le voyage, je suis venu en Iran, Turquie, Grèce. Le voyage d'Iran, Turquie, c'était dur. J'ai marché pendant des nuits, il n'y avait rien à manger, rien à boire. Mais j'étais content. J'ai dit, au moins, si je suis lent, tu peux... Non, c'était juste pour faire remarquer aux gens, puisque sur notre thématique, que vous venez de dire que ce qui vous a attiré vers un pays, c'est avant tout justement la circulation internationale des œuvres et la réputation d'un pays du fait de sa littérature et du fait de sa connaissance et de sa philosophie. C'est ça que j'avais lu beaucoup de choses. C'est pas un benchmarking, c'est quand même légèrement ailleurs. C'est ça. Et le trajet, c'était difficile. Mais quand... j'étais content quand même. J'ai marché des nuits. Dans la journée, on se cachait dans les forêts. J'étais content. J'ai dit, je vais aller en Grèce, je vais me protéger là-bas. Quand je suis venu là-bas, j'étais venu au bord de la mer pour traverser la mer. En Afghanistan, ça n'existe pas la mer. Et surtout la nuit aussi, ça m'a fait très peur. On était au bord de la mer la nuit et les vagues que j'entendais et le bateau que j'ai vu, que c'était un bateau que nous on le gonflait et c'est un bateau que je vois ici en France, il y a une seule ou deux personnes qui pêchent dedans. Et nous on était 30 personnes avec le passeur et nous on le gonflait et là je savais pas quoi faire. J'ai dit, je vais pas y aller, je vais mourir. 30 personnes dans ce petit bateau et la mer, c'est pas possible. Mais le passeur, il nous a fait obliger. On est monté dans le bateau et quand on était au milieu de la mer, là, j'ai beaucoup regretté. J'ai dit, c'était mieux de mourir en Afghanistan. Pourquoi tu as choisi ce chemin? Chaque vague sauvage qu'il nous a monté 2 mètres en descendant, j'ai dit ça c'est fin de ma vie. J'avoue que j'ai préféré mourir en Afghanistan. J'ai dit, les talibans ils auraient te tué une seule fois, ta famille elle t'est enterrée, et elle a eu cérémonie de funérailles, et tu es dans le cimetière. Et là si tu tombes dans la mer, j'avoue j'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour ma mère. J'ai dit, si tu tombes dans la mer, les poissons vont te manger. Toute sa vie, t'as embêté ta mère. Dès que quelqu'un elle toque la porte, elle va courir comme une folle. Elle va dire, c'est mon fils qui est venu. Et dès qu'elle voit que c'est pas son fils, j'ai dit, chaque fois, elle va mourir. J'avoue que moi, je pensais pas à moi que je vais mourir. Juste, j'ai pensé de ma mère. J'ai dit, je veux pas le souhaiter cette malheur toute sa vie. Finalement, on est venu au bord de la mer, le passeur il a cassé le bateau et on a nagé un peu et quand j'étais à la plage, j'étais tellement content, j'ai dit j'ai réussi, je suis en Grèce là. Mais malheureusement, tous mes rêves c'était faux. Quand on est monté, on était mouillé, j'ai perdu mes chaussures, j'étais pieds nus. On a monté, on a vu des lumières, on est descendu vers le village. Dès qu'on était dans la rue, il y a les policiers, ils sont venus et il nous a même pas pris avec eux. Il nous a dit venez, il nous a montré des lumières, il dit vous venez là-bas. On a dit d'accord. On était allé à pied jusqu'au la commissariat.
au commissariat, il nous a dit mettez toutes vos affaires sur la table. J'ai mis toutes mes affaires. J'avais pris juste une batterie supplémentaire, comme que mon voyage c'était pas un voyage de luxe. Je savais que je vais être dans les forêts, dans la jungle pendant des jours. Je n'aurais pas l'occasion de charger mon téléphone. Juste pour donner de mes nouvelles à ma mère. J'aime beaucoup ma mère et ma mère aussi, elle m'aime beaucoup. Je voulais pas faire l'attente pendant des jours et je voulais lui donner de mes nouvelles. J'avais pris une batterie de plus. J'avais oublié dans ma poche. Et les polices grecques, c'est 2 fois grand que moi. Elles ont réessayé de regarder mes poches. Elle a trouvé cette batterie dans ma poche. J'avoue, de derrière, elle m'a donné un coup de boxe. Et si quelqu'un il nous frappe devant, au moins on se défend, on se tient, tenir. Mais lui, elle m'a frappé de derrière, c'était une surprise, j'étais tombé par terre. Et par terre, c'était des carrelages. Quand je me suis réveillé, je ne sais pas combien de temps après, je me suis réveillé, mes dents elles étaient mal placées. J'arrivais pas à fermer ma bouche. Et là, j'étais dégoûté. J'ai dit, c'est ça le pays qui a inventé la démocratie. Dans ce pays il y a les plus grands philosophes du monde, je voyais tout noir. J'étais pas bien du tout. Mais après, j'avais pas le choix non plus. 2 jours, on était dans ce commissariat de police. 2 jours plus tard, il nous a envoyés, il nous a libérés. On était allés en Athènes. En Athènes, il n'y a aucune association pour aider les migrants. Aucune. Et comment je vais faire? Si quelqu'un il a de l'argent, il va nourrir, loger au Sénat et les en difficulté. Moi, je suis quelqu'un que je me repose jamais. J'ai dit jusqu'au quand ma famille va m'envoyer de l'argent, surtout pour ma tête aussi quand on travaille, on est occupé, ça fait du bien. J'ai dit je vais aller un peu si je trouve quelque chose. Il y avait un village à côté. C'était des agriculteurs. J'ai demandé à un monsieur, j'ai dit, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour travailler? Il dit, oui, bien sûr. Je suis allé, et il dit, venez demain. Demain, je suis allé, j'ai ramassé une journée des oignons, toute la journée. Il faisait tellement chaud que quand je respirais, mon nez, ça m'a piqué l'odeur des oignons. Le drôle, c'est ça, que j'ai ramassé une seule journée des oignons. Pendant 1 semaine, je me suis douché et j'ai senti encore des oignons. Le lendemain, je suis venu, j'ai ramassé des pommes de terre, mais jusque-là, j'ai pas vu l'argent de ces 2 jours de travail. Quand je suis allé voir monsieur, j'ai dit j'ai besoin de l'argent. Il me dit venez demain, aujourd'hui j'en ai pas. Le lendemain, quand je suis revenu, soit elle s'est cachée, ou soit je l'ai croisée par hasard. Elle trouvait une autre excuse. Jusque-là, j'ai pas eu de l'argent. Un jour, j'étais dégoûté, j'étais dans un parc. Mon cousin, elle m'a appelé, j'ai parlé dans mon livre. Il m'a appelé, ça va, tout va bien. Et moi, j'étais mal à la gorge, j'arrivais pas à parler. J'étais tellement triste. J'ai dit non, ça va pas du tout. J'ai vidé mon cœur à mon cousin. J'ai dit par contre, tu vas rien dire à ma mère, si elle entend ça, elle va mourir. Ne dis pas ça. Il m'a promis, il dit d'accord. C'était 30 minutes plus tard, je pense. Mon grand frère, il m'a appelé. Il m'a dit ça va, et là j'ai fait comme un acteur. J'ai dit oui, très bien, et vous? Il m'a dit pourquoi tu mens? J'ai dit pourquoi je vais mentir? Et il m'a dit Islam, et il m'a tout raconté. Et là je ne pouvais rien dire. Il m'a donné un numéro, il m'a dit contacte ce passeur, il va t'envoyer dans un autre pays. C'est là qu'après j'ai décidé de partir de Grèce. Et après je suis venu en Belgique. J'ai payé un passeur. Et alors, le reste du récit est dans le livre. Et puis, de toute façon, on prendra un temps d'échange aussi avec la salle. Donc, si vous voulez avoir la suite, posez toutes les questions que vous voulez. If you need some translation, you've got Kate here for that, and you've got some headphones just by there. In English only. Et on en saute un peu, on passe à l'arrivée à Nîmes, au fait que vous faites très régulièrement des lectures, des moments d'échange et de représentation dans les médiathèques, dans les maisons de littérature, dans les établissements scolaires.
voilà, quelle est la réception? Quelle est l'influence que ça peut avoir sur, notamment sur la jeunesse ou sur les spectateurs et les spectatrices? Oui, ce livre, il y avait, bien sûr, au début, c'était un livre de poésie. Et après, comme que j'ai participé à quelques fêtes de poésie à Nîmes, en France. J'ai vu que la France n'est pas un pays de poésie. Après, comme que j'avais beaucoup de stocks de mon récit pour des journaux, j'ai dit je vais faire un livre de mon parcours, bien sûr, un mélange poésie, mon parcours. Il y a une chapitre sur la guerre de l'Afghanistan. Pourquoi? Ça fait 40 ans, il y a la guerre là-bas. Je fais beaucoup de conférences, comme que tu as dit, dans des cinémas, dans des bibliothèques, collèges, lycées. L'importance, c'est le message. Et quand je raconte, surtout aux jeunes Français, comment j'ai fait des études, je suis tellement content, j'avoue, que plusieurs fois, les directeurs, les professeurs, ils m'ont félicité. Parce que quand je parle, les gens, ils sont concentrés, ils ne bougent plus. Mais je suis très content aussi parce que ça les encourage. Comment j'ai fait des études, ça n'a rien à voir avec la France. Mon école, elle n'avait pas le toit, elle n'avait pas de chaise de table. On n'avait pas assez de professeurs. Surtout, l'important, c'était sécurité. Le matin, quand je prenais mon sac pour aller à l'école, ma mère, elle s'inquiétait. Il avait peur. Il dit que mon fils va rentrer à pied ou non, on va le joindre en hôpital ou il va être mort dans la rue. Plusieurs fois, on a arrêté le cours quand j'étais à l'école parce que les bombardements, ça commençait et les profs, les pauvres, ils n'avaient pas le choix. Ils disaient, allez, rentrez parce que c'est pas que les bombardements, la guerre, ça va devenir plus fort. Et quand je fais des conférences dans des lycées, collèges, je vois que les jeunes, ça l'intéresse beaucoup et c'est concentré. Et moi, j'ai reçu après beaucoup de messages, des lettres, qu'ils me remercient. Ils sont tellement contents, ils me disent, messieurs, on voyait tout noir, on croyait que c'est nous, on est en difficulté, on est pas bien en France. Mais là, tout ce que vous avez vu, on est des rois ou on est la reine. Jusque-là, j'ai eu beaucoup de changements, des messages positifs. Et c'est ça que ça me fait plaisir qu'un jeune garçon ou une fille qui m'envoie un courrier ou une lettre pour me dire merci. Et il dit des choses positives, qu'on a entendu des choses, que ça nous a donné des courage, de l'énergie pour continuer et faire des études et dans notre vie. Est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait des réactions de défiance ou d'inquiétude par rapport au message que vous pouvez faire circuler en France en tout cas, ou est-ce que le public est toujours extrêmement bienveillant comme Moi, il y a une chose, souvent mes amis ils me posent des questions. Est-ce que tu as vu on va dire des racismes, etc. Moi, heureusement, j'ai rien eu. Toujours, il y a des gens qui m'encouragent et ils m'accueillent très bien. Même, j'avoue que j'étais il y a quelques mois dans un lycée qui a des gens des quartiers qui ils ont difficulté. J'ai fait une conférence avec eux. Il y a une amie qui m'a appelé. Elle me dit ça va, tout est bien passé. J'ai dit oui, pourquoi? Elle dit j'avoue, moi j'ai fait des études là-bas. Et quand il y avait un conférencier, on jetait des papiers, on l'écoutait pas. Il y avait des gens qui parlaient, ils n'arrêtaient pas de parler entre eux, des camarades de notre classe. Et toi, comment c'était passé? J'ai dit, j'avoue que j'ai entendu personne qui était en train de parler. Même les adultes, quand ils viennent, c'est vraiment concentré. Ils m'écoutent avec beaucoup d'attention. Ils posent beaucoup de questions. Jusque-là, j'ai eu des choses positives. Et est-ce que vous auriez envie de faire circuler les œuvres dans l'autre sens, c'est-à-dire ce récit de la France en Afghanistan, et puis d'écrire des poésies maintenant en français pour les retraduire après vers le pachto
Jusque-là, Est-ce qu'il y a une possibilité que ça existe? Jusque-là, j'ai écrit dans ma langue. Parce que là, je voulais dire que la langue française, c'est difficile, c'est une langue très difficile, surtout pour nous les Afghans. Chez moi, ça n'existe pas la langue française. Quand j'étais en Afghanistan, j'ai jamais entendu un mot français. Et là, ça fait 8 ans que je suis en France. 8 ans avant, je ne savais pas dire bonjour, j'avais pas de papier. Comme que j'ai dit, je connaissais personne. Pour écrire, encore c'est compliqué. D'abord, j'ai écrit dans ma langue. Et les poésies qui sont dans mon livre, c'est pas des poésies que j'ai écrites ici. Ça, j'avais déjà écrit quand j'étais en Afghanistan, mes cahiers de poésie, grâce à fils d'une amie nimoise, qui elle était allée pour travailler en Afghanistan. C'est lui qui elle a récupéré mes cahiers et après on a commencé de traduire. Voilà, si d'ailleurs vous avez aussi des questions, Géraldine Proust, qui est la co-traductrice des textes, pourra y répondre. Merci Mohamed. Je garde l'invité maison du Festival Off pour la fin. Jean Vinet, merci d'être ici, en voisin de la manufacture juste en face. Quel est voilà, alors on quitte l'Afghanistan et on va plutôt du côté de la Méditerranée. Et voilà, de nous expliquer sur les échanges et ce que vous avez eu envie de mettre en place. Voilà, alors j'accompagne cette année un projet à la manufacture qui est le Focus Arabe, et qui est une sélection de spectacles d'une dizaine de partenaires des pays arabes, qui a le but de montrer au monde entier les créateurs, les auteurs, les metteurs en scène des pays arabes. Et donc il y a une sélection de 5 spectacles actuellement à la manufacture, qui a réuni Ahmed Al-Attar. Ahmed est metteur en scène. Il dirigera la semaine prochaine une création dans le IN qui s'appelle Mama. Il est basé au Caire. Et c'est un ami qui m'a fait découvrir beaucoup la création des pays arabes, que je connaissais comme ça, mais il faut dire que depuis 4 ou 5 ans, je vais au Caire et je découvre des choses que je pense qu'en France, on ne pourrait pas écrire. Et j'ai par exemple, votre histoire m'a beaucoup rappelé, excusez-moi, je lis ça aussi à mon histoire, à ma petite histoire aussi, mais j'ai rencontré donc au Caire pendant le festival de DICAF, qui réunit un certain nombre de spectacles issus du monde entier et qui est montré au Caïrote, au centre-ville du Caire. Et il y avait une rencontre professionnelle, enfin une rencontre publique d'ailleurs, autour de l'art dans les pays en guerre. Et j'y suis allé par curiosité. Et il y avait plein d'histoires, notamment un Palestinien qui habite maintenant aux États-Unis, qui a mis en réseau un certain nombre d'enseignants dans le domaine de l'art et de l'architecture et qui donne des cours par Internet. Puisque accéder en Palestine et de développer des réseaux de savoir pour des jeunes artistes, c'est un peu compliqué. Donc il a mis ça en place. Mais surtout, ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette enseignante qui venait de Syrie et qui racontait le fait que là où elle habitait, donc elle était l'une des profs, des maîtres d'école dans cette école, où elle passait une bonne partie de sa journée à faire des ateliers de théâtre, de cirque, de danse avec les enfants. Et elle montrait à quel point la pratique artistique permettait aux enfants de beaucoup décompresser dans un pays qui est essentiellement, vous disiez, c'est impossible de vivre dans un pays en guerre, et comment ces enfants-là survivent grâce notamment au fait qu'il y a un autre rapport au savoir, il y a un autre rapport au monde que la pratique artistique peut leur amener. Et j'ai trouvé, et tout d'un coup, ça a été pour moi une révélation, et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est vrai, nous on a l'habitude de travailler dans le milieu culturel, dans le milieu artistique, et ce lien avec le monde et la vie, moi je l'ai trouvé extrêmement important.
et révélateur de choses insoupçonnées dans tout le travail artistique qui est mené à travers notamment les pays qui sont en guerre. Donc le projet du Focus Arabe qui traverse le monde entier d'ArtMed, c'est justement de montrer des aventures comme celle-ci, qui empruntent à la poésie, qui empruntent aussi à la danse, au théâtre, pour montrer un autre visage des pays arabes. Et récemment, j'étais dans un congrès avec des directeurs de festivals du monde entier, et je suis intervenu pour vraiment dire à quel point c'était vraiment important maintenant pour les responsables culturels de penser qu'ils ont un rôle, peut-être comme jamais auparavant, important, d'être l'interface entre ce que les gens pensent des cultures autres et la façon dont les artistes, les auteurs, les metteurs en scène peuvent eux-mêmes apporter une autre vision du monde à travers leur propre vécu, à partir de leur propre contexte. Voilà. Et je pense qu'en tout cas, le projet du Focus Arabe, c'est un peu ça. C'est une toute petite chose, bien sûr, mais je trouve que ça permet en tout cas d'apporter une autre vision de ce qu'est aujourd'hui ce monde arabe que l'on connaît mal, que l'on ne connaît pas, et pour lequel on a énormément d'appréhension. Est-ce que ce sont des spectacles, en tout cas, est-ce que les artistes, finalement, puisqu'on voit énormément de spectacles sur ces questions-là, mais du point de vue de la France, ou du point de vue de l'Europe, ou du point de vue de l'Occident, est-ce que ce sont des artistes qui ont finalement moins de filtres aussi, et peut-être plus de violence si on prend un Riyad Sattouf dans ce qu'il écrit sur l'arabe du futur, personne n'oserait écrire ça à part lui. Alors, je vais vous donner l'exemple de Gesturing Refugees, qui est un projet qu'a mené Farah Saleh, qui est une chorégraphe palestinienne, qui est née dans un camp de réfugiés en Syrie et qui a réuni un certain nombre de chorégraphes des pays arabes qui, eux, pendant la période de création, n'ont pas pu obtenir de visa pour sortir de leur pays. Donc, elle a écrit ce spectacle à distance par Skype. Et ça aussi, c'est intéressant parce que, du coup, le fait du contexte l'oblige à travailler différemment, à travailler la création différemment, la création chorégraphique différemment, et aussi forcément, ça traverse son histoire personnelle et forcément, ça influence sur son travail chorégraphique. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est l'œuvre. Donc, c'est pas forcément, il y a quelque chose de politique, il y a quelque chose de violent, il y a quelque chose d'humain, d'extrêmement qui dépasse l'entendement si on regarde le spectacle de Hanan Ajali, qui est libanaise, qui a écrit un spectacle qui s'appelle Jogging et qui raconte l'histoire d'une femme qui a choisi à Beyrouth de tuer ses enfants avant de se tuer elle-même. Donc elle rapproche évidemment de cette histoire de Médée et elle raccroche aussi à ça sa propre histoire d'une femme qui a connu aussi des gens en difficulté dans un pays en guerre pendant tellement d'années, qui a un tel épuisement que, voilà, si elle n'avait pas, je pense, ses qualités de comédienne, d'écriture, de relations publiques, je pense que ce spectacle resterait une proposition. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que de toute cette matière-là, comme beaucoup d'artistes, et c'est ça qui est touchant, elle trouve le langage propre, qui fait que ce n'est pas une pièce qui alourdit l'histoire. C'est au contraire quelque chose qui permet de rentrer dans comment sa civilisation, son histoire, rencontre la civilisation européenne. Et c'est là, je pense que c'est là qu'on a besoin que des artistes des pays arabes, comme des artistes des pays européens, se côtoient davantage pour que les langages, autant que les textes, que les langages puissent coexister. Est-ce que quand on monte un projet comme celui-là, ça vient forcément quelque part de votre propre histoire ou en tout cas de quelque chose qui vous touche intimement, qui fait que vous n'auriez pas fait ça avec les pays nordiques, par exemple ? Ça forcément, ça part de la rencontre, je pense, avec des artistes. Et là, notamment, l'idée aussi que je pense que beaucoup de gens ou d'artistes qui travaillent dans les pays arabes ont vraiment besoin aujourd'hui
d'être plus visible et d'être mieux connu et mieux empêcher les frontières intellectuelles qu'on peut avoir souvent avec d'autres cultures. Et ça, ces rencontres-là ont permis que ces spectacles puissent se faire déjà, et ensuite que ce projet puisse se faire. Voilà, ça c'était ma question d'après. Est-ce que ça permet au spectacle d'exister, même ne serait-ce que financièrement, et ensuite est-ce que ça donne une certaine protection à l'artiste dans son pays? Malheureusement non, parce que les histoires de censure sont récurrentes dans les pays arabes, bien sûr. Les problèmes de visa, surtout pour les pays européens. L'année dernière, le même focus arabe était présenté dans le festival Fringe d'Édimbourg, et il y a eu un tel problème d'obtention de visa qu'il a fallu que la communauté artistique en Angleterre se mobilise et fasse des pétitions pour pouvoir faire en sorte que le gouvernement accepte de délivrer des visas aux comédiens. Donc c'est l'année dernière, je sais pas, il y a 10 ans. Donc oui, il y a toujours des frottements. Alors après, est-ce que ça fait évoluer les choses? Ça, il faudrait poser la question aux artistes eux-mêmes et puis à vous. Moi, je considère que si, de toute façon, il faut que des projets comme ceux-là peuvent exister, parce qu'au moins, ils ont l'avantage de créer la confrontation. Si on s'empêche de dire ce ne sera pas possible, on ne pourra pas. J'étais avec un metteur en scène israélite ce matin qui a un projet dans les pays arabes. Dieu sait que c'est compliqué. Donc, mais je pense que le fait de poser l'idée fait en sorte qu'on trouve les passerelles pour rendre les choses possibles. Je pense que c'est un droit. Enfin, c'est pas un droit, c'est ça que je voulais dire. Je pense que c'est une nécessité pour les artistes et aussi pour tous les citoyens européens de faire en sorte qu'on puisse avoir accès le plus largement possible aux cultures du monde entier. Alors on est le 10 juillet, peut-être on pourra en reparler à la fin du festival, mais qu'est-ce qui a été pour l'instant vraiment complexe dans l'organisation, dans la mise en place, des endroits difficiles, et au contraire, à quel moment vous avez pu où c'est devenu une évidence? Je crois que c'était une évidence dès le début. De se dire, oui, il faut qu'il y ait un focus arabe. D'abord, la manufacture a été vraiment partie prenante. Il crée un lieu cette année, donc c'est aussi, il y a une impulsion qui est donnée autour de la programmation internationale. Donc oui, effectivement, c'est une impulsion, je dirais, c'était naturel qu'on puisse y être. Maintenant, après, il y a toutes les complexités, mais de toute façon, voilà, tout est complexe dans l'idée d'emmener des œuvres dans un autre pays. Je sais parce que je travaille avec d'autres organisations à travers le monde, justement dans cette mobilité internationale dont on a parlé beaucoup hier, et quand même pas si évidente que ça, parce qu'il y a plein d'endroits où on se confronte, et Dieu sait maintenant aux États-Unis comment c'est compliqué d'emmener des œuvres de l'étranger, mais je me dis que si on s'arrête à toutes ces confrontations, on sera dans une pensée unique, et ça ce sera terrible. Donc c'est à nous aussi de trouver les moyens pour rendre les choses possibles. Mais on peut pas dire que les choses soient faciles. Et c'est pas uniquement, je pense aussi par exemple à au contexte aussi dans lequel les artistes dans les pays du monde arabe aussi travaillent, et la façon dont ici les œuvres peuvent être perçues, où c'est aussi très différent. Donc il y a aussi cette complexité-là, c'est-à-dire qu'on est aussi un monde à appréhender. Mais il faut trouver des espaces communs. Et ces espaces communs, c'est à nous de les fabriquer. Sinon, toute cette aventure, elle n'existe pas. Deux questions du Ravi de la Crèche. Est-ce que du coup ça favorise les rencontres entre les artistes français et à l'intérieur de la manufacture? Et deuxièmement, de l'autre côté, est-ce que ça ne prend pas
la place d'artistes ici qui du coup n'ont pas d'espace de présentation. Oui, ça prend la place de... je ne sais pas si ça prend la place de d'autres, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que il y a dans ce focus arabe aussi est important dans une nouvelle perspective pour la manufacture qui souhaite effectivement développer une programmation internationale. Et moi, je pense que c'est essentiel aujourd'hui à Avignon d'avoir plus de spectacles issus de d'autres cultures et de d'autres pays. Donc, mais après, c'est des choix, et c'est le choix de la manufacture de pouvoir affirmer cette position et d'accueillir des metteurs en scène et des spectacles de d'autres pays. Et votre première question, c'était sur les échanges en interne entre artistes, à la cantine. C'est ça qui est merveilleux, parce que je pense que c'est là pour ça aussi, c'est faire en sorte que les artistes qui viennent là, qui vont venir, les 5 spectacles jusqu'au 25 octobre, ils puissent permettre que des rencontres puissent se faire. Beaucoup d'artistes vont voir les autres spectacles, en tout cas en début de programmation, comme il y a moins de spectateurs, mais je pense que c'est ça que ça encourage. Mais il faut encore aller plus loin. Je pense que dans ce domaine-là, on peut aller encore plus loin. Je pense que la manufacture, dans l'idée de développer des programmes de résidence d'artistes issus de plusieurs pays, ça va encore plus renforcer cet aspect-là. Ça, c'est le projet Oxygène qui est mené par Pascal Kayser, qui veut que des lieux qui sont situés en périphérie des grandes villes, partout à travers l'Europe, puissent se regrouper pour fédérer un réseau européen autour de comment on peut travailler des œuvres aujourd'hui ensemble en travaillant dans des espaces différents avec des histoires aussi différentes. Sur une question de tambouille, pourquoi 5 spectacles ? Je pense qu'il y avait des questions budgétaires qui ont fait que. Il y a des questions de disponibilité aussi, parce que c'est 2 équipes en fait qui vont succéder. C'est pas les 5 spectacles en même temps, c'est 2 spectacles. Donc je pense que voilà, c'est des contraintes qui sont liées beaucoup à des questions d'espace, de temps et d'argent. Et est-ce que ce sont des spectacles qui vont connaître ou qui ont connu des vies ailleurs, dans d'autres pays aussi et qui... Alors c'est très différent par rapport à la plupart des spectacles, mais en tout cas, Anan par exemple, le spectacle Jogging a été créé il y a 5 ans, donc elle tourne déjà beaucoup dans beaucoup de pays, mais pas vraiment en France. Elle a tourné en Belgique par exemple, beaucoup en Suisse, mais pas en France encore. Donc là, on espère que le spectacle pourra tourner. Il y a Taoufik Izediou, le grand chorégraphe marocain, qui est vraiment quelqu'un qu'on connaît bien dans le milieu chorégraphique et qui est vraiment à découvrir puisqu'il dirige entre autres le festival de danse de Marrakech, et c'est quelqu'un qui est formidable et qui crée là une pièce avec un formidable musicien, et donc l'occasion aussi de découvrir ce travail-là. Et puis bien sûr, ce sont des gens qui sont engagés déjà dans des carrières internationales. Je trouve encore que en France, on manque de propositions, on manque, ça c'est ma posture à moi, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin dans la programmation des spectacles issus de créateurs des pays arabes. Sur quel réseau est-ce que vous vous appuyez et comment est-ce que vous repérez justement ces artistes ou ces spectacles ou ces projets ? Alors il y a 2 curateurs pour le focus arabe. C'est encore une fois, c'est un certain nombre de spectacles. Ceux de Édimbourg l'année dernière n'étaient pas les mêmes. Voilà. Le projet de focus des pays arabes qui a déjà une histoire dans les pays arabes eux-mêmes date de 5 ans ou 6 ans. Donc ça fait plusieurs années que ça s'est mis en place. Et puis, bien évidemment, ça dépend beaucoup aussi des programmateurs dans les festivals étrangers. Donc il y a un échange qui se fait parce qu'il y a des spectacles qui se prêtent mieux pour des raisons techniques à des espaces plus qu'à d'autres. Donc il y a un échange qui se fait en fonction évidemment des festivals qui invitent le focus. Ce genre de festival au niveau international, en tout cas dans les pays du Maghreb, parce que là c'est ce que je connais moi, mais je pense que c'est aussi un peu la même chose ailleurs, on n'est pas du tout sur le même type de public que ce qu'il peut y avoir à Avignon. Absolument pas. Comment se passe ou va se passer, à votre avis,
l'accueil du public ou comment ça s'est passé au Finge Ce qui est très étonnant, c'est que les publics sont très curieux et assoiffés d'entendre et de voir les spectacles des créateurs des pays arabes. Donc, par rapport au public, il y a une vraie attente et une vraie interrogation et une envie d'aller plus loin. C'est ça qui est étonnant, c'est que beaucoup de gens me disent mais Hanan, par exemple pour le spectacle Jogging, elle va le tourner où c'est quoi son prochain spectacle, c'est quoi son prochain projet. Et ça, c'est vachement intéressant pour montrer que il l'intègre déjà dans une dynamique. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Je pense que effectivement les publics sont très différents, mais je pense qu'aussi déjà dans les pays arabes, les créateurs sont habitués à des publics différents, donc dans des cultures, des contextes différents. Je pense que ici, par contre, il y a un vrai appétit des publics. Alors après, c'est une responsabilité de programmation qu'il faut davantage mettre de l'avant, il me semble. Et du coup, est-ce qu'il y a des temps de rencontre aussi qui sont mis en place, organisés avec le public ? Oui, il y en a plusieurs à l'issue des représentations, généralement des spectacles qui sont présentés, en tout cas dans le cadre du Focus Arabe. Je pense qu'il y en a aussi à la Manufacture, notamment il y en avait une ce matin autour du projet dont j'ai parlé, du projet Oxygène et du projet européen de réseau qui s'appelle Centriférie, qui est en train de se mettre en place. On a parlé des rencontres entre les artistes, des rencontres des artistes avec le public. Est-ce qu'il y a aussi des rencontres, est-ce que vous essayez de favoriser les rencontres avec les professionnels et afin que les spectacles puissent continuer d'avoir une vie en France à l'année ? Je pense que c'est à ça que le Focus Arabe maintenant s'attaque. C'est vraiment être sur des plateformes internationales où il y a les directeurs de festivals internationaux qui peuvent le plus être en mesure d'inviter. Parce que le but du Focus Arabe, c'est pas de faire la promotion des spectacles de manière individuelle. Tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire une plus grande appréhension de la création des mondes arabes, une façon de le voir sous plusieurs angles aussi. C'est pas qu'un spectacle, c'est plusieurs spectacles. Tout ça, c'est une organisation qui peut le prendre en charge. Ce qui fait qu'effectivement, là, on est beaucoup dans cette dynamique-là. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, beaucoup des spectacles de la sélection ont leur vie, sont déjà partis dans des carrières à travers le monde, et que ça permet simplement, à un moment T, de pouvoir les voir dans un espace et un lieu, dans un temps donné. Et est-ce qu'il y a une exigence sur ces projets-là qu'il y ait le monde arabe, mais du coup aussi toutes ces cultures différentes et tous ces pays extrêmement variés Il y a une exigence artistique qui est liée à la proposition des artistes, ça c'est sûr. Maintenant, il y a 10 partenaires de différents pays du Maghreb et du Maghreb. Donc du coup, il y a effectivement une large un nombre de projets très très importants qui peuvent faire partie du focus. Donc il y a sélection, mais il y a aussi la volonté, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de se coller à la réalité aussi du festival qui invite. C'est-à-dire de ne pas être d'être aussi, et c'est le cas à la Manufacture, c'est aussi être intégré dans une programmation générale qui permet au spectacle d'être vu non pas comme un spectacle à part, mais d'être quelque chose qui fait partie aussi de notre réalité. C'est-à-dire que oui, certes, ce sont des choses que l'on connaît, mais le fait d'en découvrir une partie de la réalité par un artiste, c'est forcément révélateur aussi de d'autres choses qui a à voir aussi avec l'intime de chacun. Et je pense que ça, c'est important. Et est-ce que ça permet aussi de faire un état des lieux des différentes forces esthétiques qu'il peut y avoir à l'intérieur des spectacles, où certains pays seront vraiment en avance sur les arts plastiques ou sur la performance, sur la danse, moins sur le théâtre ou plus au contraire ? Je dirais que l'idée vraiment, c'est de montrer la variété des esthétiques du monde arabe. C'est pas d'en démontrer une ligne de force ou tiens, dans une culture plus particulièrement, on s'intéresse peut-être plus au texte, plus à la création plastique. On est vraiment
l'idée, c'est justement d'en démontrer toute la diversité, toute la richesse. Et ce qui est le plus mis en résonance par rapport à nos propres écritures et à notre propre contexte européen. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Merci beaucoup. Pareil, on reviendra sur un temps d'échange de questions et de réponses. Et puis, on en vient au festival Avignon et compagnie, qui est né d'après la légende autour d'une paillasse au sein nu, donc d'artistes locaux sur des textes locaux et pour des publics locaux. Voilà, en 2018, on évolue et on est de plus en plus tourné vers l'international au Festival Off. Absolument. Alors, moi, j'étais pas né quand le festival est né. Effectivement, en tout cas, d'après ce qui m'a été raconté, je crois, par des personnes sûres, en tout cas ceux qui ont joué dans la pièce où ça a été créé, entre autres Bertrand Hureau, qui était avec Benedetto à l'époque. C'est une pièce, le festival a été inventé par hasard, malgré nous. Donc, il y a 52 ans, c'est quelqu'un qui n'était pas invité au festival d'Avignon et qui voulait jouer. Donc, ils ont commencé à jouer. L'année d'après, il y en avait 2 pièces et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 1538, dont quelques projets magnifiques qui viennent de très loin. Au total de 168. Alors, moi, je vais parler du festival un petit peu, mais je vais parler aussi du Focus international de 4 jours. Je vais aussi vous parler du campus et pourquoi et d'où ça vient, ces idées-là. Mais avant de commencer de parler de ça, je veux dire merci à Mohamed pour son récit et son histoire. Ça me touche particulièrement parce que j'avais l'impression qu'il a raconté une bonne partie de mon histoire aussi. C'est véridique, c'est véridique. Et je le dis, c'est ça aussi Avignon maintenant. C'est aussi venir de raconter de ces histoires que c'est pas facile à les entendre parfois. Elles sont dures à les raconter. En tout cas, Mohamed, tu la racontes bien, la tienne. Et je te remercie. Et au nom de tous les autres, parce qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à le raconter comme ça, et c'est bien que tu aies écrit ce livre et que tu le racontes. Et je crois que même si c'était dur, tu as bien fait de ne pas mourir là-bas. Voilà. Merci. Alors le focus international et la question internationale, elle était au cœur de ma pensée, on va dire, parce que moi j'ai fait le festival la première fois il y a 7 ans, j'étais un peu en opposition par rapport au festival, et je suis arrivé ici avec l'équipe. Et on a vécu voilà, une histoire extraordinaire. Moi, je trouve que le festival il est magnifique, voilà, avec tous ses défauts et les qualités, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort. Mais en même temps, il y avait beaucoup de choses qui ne me convenaient pas. Et entre autres, cette question internationale. Même si il y a beaucoup de lieux, et notamment Manufacture, que tu viens d'en parler très bien, travaille et accueille beaucoup de spectacles étrangers. J'avais été étonné, voire presque choqué que le festival Avignon et compagnie ne s'occupait, enfin voilà, ne parle même presque pas de ça, quoi. Et du coup, ça fait 4 ans que j'ai milité au sein du CA, et je ne suis pas le seul, hein, je vous garantis. Et on a réussi, en tout cas, à démarrer cette année. Avec le focus, donc ces 4 jours de rencontres, et notamment l'occasion d'échanger, de raconter toutes nos histoires un petit peu des lieux et tous ceux mais aussi d'entendre des histoires comme celle de Mohamed.
et peut-être essayer de favoriser peut-être une rencontre qui pourrait peut-être donner des projets de demain. Le campus international, par contre, là, ça se passe à l'université. C'est un travail de tripartite entre le festival, la ville d'Avignon et l'université d'Avignon. Vraiment, c'est un projet qui est porté par nous, mais en tout cas, ils sont très présents. C'est une volonté forte de la part de la ville et aussi de l'université de travailler sur cette question-là. Donc, l'idée étant, on accueille des compagnies au Festival d'Avignon, mais le premier critère de l'accueil, c'est que eux aussi viennent aussi dans le festival et vont chercher des compagnies françaises pour les ramener dans leur pays. C'est ça le critère premier. C'est essayer de forcer un petit peu, parce que là, du coup, c'est mon côté français qui parle. Je dis que la France, c'est un pays extraordinaire comme Mohamed, il a la même vision que moi, en tout cas. Et je dis à mes amis français, attention, parce que parfois, on s'arrête juste à la réflexion politique et ceux qui nous représentent politiquement. Et il faut faire attention, parce que ce n'est pas l'image de la France en tout cas, que nous avons. Nous avons totalement une autre image de la France, des Français en tout cas, des Français moi, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et je suis venu, voilà, comme Mohamed, avec rien. Et juste avec quelques histoires, on va dire, voilà. Mais il y a un petit défaut, un petit reproche que je fais à mes amis français, et en particulier les artistes, tu as bien parlé, c'est on ne voyage pas assez. On ne voyage pas assez, on ne va pas chercher aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ça nous ferait du bien de prendre l'air de temps en temps. Et donc c'est ce critère-là qui est majeur, en tout cas fort. Et du coup, je dis ça parce que voilà, tout est lié. Et je le dis aussi à ceux qui pensent que le festival Avignon, il s'occupe que de l'organisation, il s'occupe que des histoires de l'argent, tout ça. Il y a beaucoup de l'argent, c'est vrai, ça circule, ça voyage et tout. Mais il y a aussi des histoires qui sont très belles. Et entre autres, le festival fait cette année un grand effort de ce côté-là pour accueillir ces compagnies qui viennent au campus. Donc, voilà, c'est un échange, une idée. On est dans un accueil, voilà, co-réalisation avec les compagnies. C'est important de préciser aussi. Ça ne va pas se faire cette année, mais l'année prochaine, j'ai grand espoir parce qu'à chaque fois à Avignon, il faut un petit temps de démarrage. L'année prochaine et les années suivantes, on va essayer d'augmenter tout ça, chercher des partenaires qui sont très intéressés, en tout cas de travailler et à la fois pour l'accueil et aussi le voyage dans le monde pour toutes les compagnies. Et aussi, voilà ce qu'on a imaginé, créer entre guillemets un petit fonds. J'espère en tout cas que ça va être le cas à partir de l'année prochaine. Et ce fonds, essayer d'accueillir une compagnie ou deux d'un pays qui, dans tous les cas, ne pourra jamais venir à Avignon pour des raisons financières. C'est ça l'idée, c'est d'y aller chercher un ou deux équipes, en tout cas c'est mon rêve, j'en ai fait pas mal, j'en ai réalisé quelques-unes, je vous assure, et entre autres d'organiser ce focus et créer ce campus international. Pour beaucoup de gens, c'était qu'un rêve quand j'ai exprimé la première fois, et c'est devenu une réalité. Donc voilà, cette année, on rêve que l'année prochaine et l'année suivante, on va essayer de créer ce fonds pour pouvoir accueillir une compagnie d'Afghanistan ou de Kosovo ou de Rwanda ou je ne sais pas quel pays qui ne pourront jamais venir ici en tout cas. Voilà, c'est ça notre souhait de ce campus international. Et
Avignon Festival et compagnie est très très intéressé par le développement des publics. Et justement, est-ce que le fait aussi de s'intéresser à des œuvres internationales peut attirer d'autres spectateurs, d'autres spectatrices d'une autre façon? Absolument. On a fait des études l'année dernière, par exemple, qui ont été faites par l'Université d'Avignon. Et juste un petit chiffre que c'est rien du tout, mais ça peut en dire beaucoup sur la façon que ça se passe à Avignon. Il y a entre 20 000 et 30 000 Suisses qui viennent au Festival d'Avignon. Évidemment, ils ont un peu plus de moyens, mais en tout cas, le monde entier peut-être ne vient pas, parce qu'il y a plusieurs raisons, notamment les visas, par exemple. Il y a aussi la question financière. Mais le monde entier rêve de venir à Avignon. Il faut être français de ne pas se rendre compte de ça. Avignon, pour beaucoup de gens à l'extérieur, c'est la capitale du théâtre mondial. Donc, et comme nous avons fait un point fort, en tout cas dans le projet depuis 2 ans qui est en route, un des points forts, c'est le public. Et c'est vrai que nous, on a envie que ce public étranger, mais le français aussi parfois, qu'il soit bien accueilli et qu'on arrive à développer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le Festival d'Avignon, tous les ans, a grandi pour des raisons qu'on ne va pas rentrer là parce que c'est compliqué, c'est pas le sujet du jour. Mais tous les ans, il y aura de plus en plus des compagnies qui vont arriver là. Alors du coup, nous, en tout cas, non seulement on n'a pas le pouvoir, mais en tout cas, à titre personnel, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'on dise à quelqu'un ne viens pas au festival. Parce que malgré tout, c'est génial en fait. Il y a trop d'artistes au festival. C'est tant mieux. Par contre, là où on s'est positionné en se disant peut-être que nous n'avons pas assez de public. Allons chercher du public, et notamment l'international. Allons chercher des publics qui ont envie de venir à Avignon et faisons en sorte de créer les moyens, notamment le logement. On a commencé le travail cette année, mais l'année prochaine, on va travailler sérieusement. Il y a quelques villes qui ont mis vraiment, il y a des projets comme notamment la ville de Monteux. C'est à 20 km d'ici, mais il y a un train qui vient, enfin en tout cas qui vont, avec le maire, on est en train de travailler depuis l'année dernière pour mettre des navettes, pour que le public puisse venir facilement. On essaie de créer des liens, en tout cas de sortir des remparts, et moi je suis très content du projet Oxygène de manufacture, parce que c'est la même démarche, c'est la même idée. Et en tout cas, on est dans l'idée qu'il faut des nouveaux publics, il faut accepter et favoriser tous ceux qui ont envie de venir dans ce festival et qui rêvent de venir voir dans ce festival, parce que parfois on se fait des montagnes, mais il y a des moyens de créer et de travailler ensemble sans forcément que ça ait des coûts faramineux. Et je pense notamment au pays de l'Est, le pays de l'Est, voilà, que je voyage beaucoup, que nous avons en tant que compagnie là pour le coup. Ils n'ont pas financièrement, aujourd'hui les pays de l'Est par exemple, n'ont pas la possibilité, on va dire, d'acheter des spectacles, en tout cas mais par contre ils ont des moyens pratiques incroyables. Nous quand on y va par exemple, on est pris en charge, enfin voilà, les hôtels, le transport et tout ça, ça ne leur pose pas de problème. On peut par exemple, et maintenant avec, c'est vrai que dans des périodes hors vacances, on va dire, l'avion ne coûte pas très cher. Il y a moyen d'y aller dans des pays comme ça, parfois avec des billets pas très chers. Et moi, par exemple, je me suis rendu compte que ça nous coûtait presque moins cher que de rester à Paris. Et de se fatiguer avec les métros et tout le reste. On peut créer des ponts, il y a des possibilités d'y aller sur place. Et je vous assure, après on est un peu brutalisé par plein de choses, mais c'est des belles histoires qui peuvent se créer, mais avec 3 fois rien. Voilà. Et est-ce que le festival cherche à devenir, en tout cas à faire d'Avignon aussi de développer l'image d'Avignon à l'international et
de plus en plus dans d'autres pays. C'est clair. Et notamment avec tout ce qui se passe en Europe. Elle a une politique de fermeture qu'on entend depuis quelques années. Si nous, et notamment le Festival d'Avignon, parce que le Festival d'Avignon, pour beaucoup de gens, nous, du métier, on sait ce que c'est le in et le off, et on connaît les lieux, ceci, cela. Mais pour une bonne partie du public, j'ai envie de dire, entre guillemets, ils s'en foutent en fait. Ils veulent venir voir du spectacle, être questionnés, peut-être brutalisés, passer des bons moments aussi. Hein, mais en tout cas, ils veulent venir voir la création et ils veulent voir peut-être des propositions aussi de demain. Et aujourd'hui, en Europe, on est dans une espèce de politique de fermeture qui me rappelle les pires cauchemars que j'ai eus en l'ex-Yougoslavie. Cette fermeture d'un seul coup, la Yougoslavie à l'époque, avec tous ses défauts évidemment, mais quand même il y avait quelque chose qui était vivre ensemble. Aujourd'hui en Europe on a beaucoup de défauts, c'est vrai, mais c'est pareil. Il faut être français de ne pas se rendre compte ce que ça veut dire de traverser une frontière sans être contrôlé, sans être fouillé de pieds jusqu'à la tête, et voire parfois maltraité. Donc voilà, il y a des défauts, des qualités. Et donc, ces qualités-là, on ne les exploite pas suffisamment. On a tendance à réfléchir un petit peu franco-français, avoir une pensée franco-française. Et ça, c'est un peu dommage, parce que, pour moi, il faut absolument qu'on passe à l'autre stade européen. Il faut qu'il y ait une pensée européenne. Il est temps qu'on arrive à passer à... Évidemment, moi je suis grand amoureux de la langue française, même si parfois je ne le maîtrise pas assez. J'adore, et moi je suis le premier à lutter que les langues, les cultures existent, mais la culture européenne doit exister aussi. Parce que sinon, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Et les artistes, s'ils ne sont pas là pour questionner et voir bouger, bousculer les politiques, parce qu'en tout cas, c'est ce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que les politiques, c'est pas... on réfléchit plutôt à, entre guillemets, je vais être peut-être méchant, brutal, mais on cherche à leur faire plaisir. On n'est pas là pour leur faire plaisir, en fait. Donc on est là pour les pousser à les chercher. Et en tout cas, c'est ce que je me fais comme idée et pensée et l'envie que j'ai que le Festival d'Avignon se positionne de ce côté-là. Et on s'est bien positionné. Je pense qu'on va aller encore un petit peu plus loin là-dedans. Et favoriser, aider aussi des lieux qui sont là-dedans. Beaucoup plus que des lieux peut-être ou des compagnies qui continuent peut-être à raisonner comme il y a 50 ans. Voilà. Et justement aussi, c'est aussi la raison de ce focus international ici. Est-ce que puisqu'on est sur la première édition du Focus International, est-ce que c'est aussi une envie de pouvoir continuer en dehors des spectacles de créer de l'émulation et de créer de la réflexion et de permettre aux... C'est certain. Par exemple, là, c'est la première année qu'on a fait, par exemple, dans le cadre du festival, on y va voir les autres festivals. On n'a pas tout vu. Moi, on va y aller encore, on va voyager. C'est-à-dire que là, on a comme objectif d'ici l'année prochaine que créer des liens. On a fait 3, 4, je crois, jusqu'à présent. Et là, dès que ce festival va finir ici, au mois d'août, on va y aller à l'autre, là, le Fringe. Et puis on va faire tous les festivals et on est en train de faire un travail qui a commencé, mais en tout cas qu'on va l'approfondir et réfléchir, même peut-être dans le futur, pourquoi pas, des coproductions ensemble. Voilà. Quelques questions que j'avais pour nos trois invités ensemble. On
on voit beaucoup que sur c'est le rapport à l'État et à l'institution. On a beaucoup de spectacles qui ne peuvent exister que parce que des instituts ou parce que l'État va financer ces artistes et ces spectacles-là. Est-ce que du coup ça en fait des spectacles de propagande et des artistes de propagande, ou alors au contraire, si c'est dans votre cas Mohamed, est-ce que à l'inverse, on n'est pas sur des propositions qui vont donner une image qui sera assez désastreuse ou détruite d'un pays? En tout cas, pour le Focus Arabe, c'est clair s'il n'y a pas d'aide publique. C'est essentiellement des fondations privées, une fondation américaine et une fondation suédoise. Donc ça n'entre absolument pas et qui n'entre absolument pas dans leur prérogative de sélectionner les projets artistiques. Donc il y a une totale liberté, vous allez revenir à la question que vous posez un peu plus tôt, une totale liberté de la part des organisateurs de choisir les spectacles qu'ils ont envie de montrer et qui forcément reflètent aussi non seulement les cultures, mais aussi les contextes dans lesquels les auteurs évoluent. Donc oui, ça c'est sûr. Alors après, oui, il y a... je pense qu'il y a une... Il y a un discours à l'international qui est certes celui de tous les pays du monde, de volonté, de partage et tout ça, mais je t'écoutais, mais je me suis dit, mais c'est vrai que quand on mène un projet international, c'est forcément, c'est pas traverser la Méditerranée, mais c'est aussi très très compliqué. C'est-à-dire que tout se complique tout d'un coup parce que il y a peu de programmateurs qui programment des spectacles étrangers, quand ils voient les difficultés que ça impose, quand ils voient les problèmes de visa qu'ils peuvent poser, les problèmes budgétaires que cela pose, l'argent à aller chercher, les partenaires à solliciter, forcément il y a une liste qui est complexe. Et encore une fois, si on s'arrête là en disant, et heureusement vous avez le courage de dire à un moment donné, il faut forcer un peu les portes et aller vers ça, parce que c'est une nécessité. Moi, je pense que s'il y a une ouverture aussi dans la programmation, il va y avoir une ouverture aussi côté public. Enfin, les choses vont de manière un peu simultanée. Et c'est vrai que ce sont des ouvertures qui amènent tellement pour les publics, qui peuvent aussi évidemment apporter... tout le monde est gagnant dans cette histoire. Mais il faut se dire que ce n'est pas quelque chose de naturel et facile, et ce n'est pas que la politique culturelle française à l'étranger qui résout le problème. C'est-à-dire que c'est tout, et je crois que Gaël Massico l'a dit hier, c'est-à-dire que eux, ils sont là du moment où les projets sont déjà un peu bien en place. Donc oui, mais alors il y a tout le reste, il y a tout le cheminement à faire avant. Et c'est ça qui est, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de s'armer, savoir que des projets comme celui que vous menez, celui qu'un manufacture mène et sont importants, parce que aussi ils donnent le courage de se lier et de franchir les frontières intellectuelles qui sont là. Il ne faut pas se le cacher non plus. Sur la vision de l'Afghanistan qui est posée dans tes textes? Ça, c'est mes textes, qu'elles sont, oui. C'est de vision d'un Afghan, c'est moi que j'ai vécu, j'étais là-bas, j'étais présente, c'est ça que j'ai expliqué, j'ai montré. C'est rien à voir avec les amis français ou d'autres journalistes qui écrivent. Ça, c'est vraiment différent. C'est pas la même chose qu'on trouve dans mon livre et mes textes. Moi, je suis indépendant, je suis libre, et moi, j'ai dit mes idées, mes visions, qui est indépendant aussi. Le rapport du OFF avec l'institution, avec les différents pays et les États,
Alors, jusqu'à il y a 2 ans, c'était néant absolu. Rien. Voilà. Depuis 2 ans, on a repris le contact avec à la fois les instituts français, enfin voilà, tout ce qui est question internationale en France. Et maintenant, voilà, depuis 1 an, on travaille sur le contact à l'étranger. Donc, c'est vraiment, on est tout au début de l'histoire. Mais ce qui est beau dans le festival Avignon, c'est que ça va très très vite. Et l'année prochaine, je pense que ça va décoller complètement. Donc là, jusqu'à là, voilà, c'est pour ça que moi, je disais tout à l'heure, quand je suis arrivé au début au sein de CA et à la direction du festival, et la question, enfin, on n'évoquait même pas cette question-là. C'était une des choses tristes que j'ai vécues. Et quand j'ai parlé la première fois, c'était encore un rêveur. C'était texto, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis que ça va très vite malgré tout, parce que 4 ans après, tout ça a démarré. Et je pense que d'ici 4 ans, on va réaliser tous ces rêves, et notamment celui d'accueillir des compagnies, des pays qui rêvent, que ce n'est qu'un rêve pour l'instant, j'espère que ça va devenir une réalité, pour qu'ils puissent venir des artistes ici. Voilà, des artistes. Et puis après, c'est pareil, ce focus, cette année c'est 4 jours. Je pense que l'année prochaine, on va l'étaler un peu plus parce que c'est un test. Pourquoi ? Parce que c'est bien d'être là, même si on n'est pas très nombreux, c'est pas grave. On est là, on est entre nous, on raconte nos histoires. Et Mohamed vient nous raconter son histoire. C'est pas du théâtre, mais c'est pas grave. On chante en persan, on chante en arabe, en albanais, en serbe, pourquoi pas, on danse. Et voilà, c'est ça aussi le festival. En tout cas, j'ai envie qu'on sorte de cette idée du festival que nous avons, que c'est un salon, que c'est une histoire de professionnels, entre professionnels. C'est un festival avec un public qui vient nous voir, qui nous applaudit, qui attend beaucoup de choses de nous, et qu'il faut absolument qu'on ait conscience de ça, qu'on ait du respect et qu'on se comporte mieux par rapport à ce public. Et aussi, l'histoire de l'international est là, pour moi, elle est fondamentale, elle est importante, c'est qu'elle vient casser une logique concrètement. S'il y a des spectacles surtitrés, on est obligé de lever la tête, de lire. Ça crée aussi, ça casse une autre logique chez les artistes. Ça veut dire que on prend conscience d'un seul coup qu'il y a des artistes, il y a du public étranger qui va être dans la salle. Est-ce que je veux le prendre en compte, ou est-ce que je veux lui balancer que du texte, ou est-ce que je vais essayer de jouer des situations pour qu'il puisse comprendre? Donc c'est des choses comme ça, au-delà de l'aspect politique. Pour moi, ça reste très politique. C'est-à-dire avoir conscience, déjà prendre conscience qu'il y a ce public dans la salle et qu'il faut que je le respecte. Ça veut dire que je vais forcément, en tant que metteur en scène, aborder un travail autrement. Donc pour moi, ça va dans le sens aujourd'hui, je te dis ça va dans le sens de ce que j'ai envie, en tout cas de ce festival, dans le sens de l'ouverture. On s'ouvre un peu, qu'on ait un champ un peu plus large, même si, je répète, la France c'est magnifique. Il faut le visiter, la France, parce que c'est très beau. Mais un champ plus large, à aller voir ce qui se passe au-delà des montagnes. Alors là, on est sur vous représentez ici 3 zones du monde différentes, 3 langues, 3 cultures différentes, 3 endroits aussi où on est sur un rapport à la liberté qui n'est pas du tout le même qu'en France, où il y a un rapport à l'oppression du coup aussi. Est-ce que la guerre, l'oppression, la difficulté c'est pareil, encore une question de Ravi de la Crèche, va favoriser, va incliner la création de spectacles et la création poétique d'une certaine façon, et va imposer des thèmes ou est-ce qu'il y a des choses qui ressortent de...
Je pense que Mohamed a bien répondu. C'est comme pour tous les artistes, il y a une sorte de point commun, c'est la liberté. La liberté qu'ils ont d'écrire et la liberté, disons, d'imaginer des choses. Et c'est ça qu'ils ont en commun, qu'ils soient français, italiens, belges. Et c'est ça qu'on a envie de découvrir. C'est cet espace de liberté-là qui fait sens. Et vous l'avez très bien exprimé. Voilà, je pense qu'après, tout le reste, ça fait partie des contextes que traverse chacun. Mais voilà, du tragico-comique d'ailleurs. Hein. Mais je pense que c'est là où ça fait pour moi le plus sens dans l'action que vous menez et qui est menée dans le rapprochement international. C'est que justement, il n'y a que des histoires vraies qui partent de l'individu au sens de son intégrité totale, de son rapport au monde, qui est cet espace de liberté qui est absolument nécessaire à préserver dans ce qui nous entoure. Parce qu'effectivement, tous les jours, on a peur. Hein. On a un peu peur. Le contexte est un peu à aller dans le sens inverse. Et surtout, moi, ce qui m'importe, c'est ne pas tomber dans cette espèce d'idée dans cette pensée unique, c'est-à-dire qu'il y aurait une esthétique à la française, qu'il y aurait une esthétique arabe, afghane, ça, j'y crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, ce sont des espaces à investir et qui sont partagés par tellement d'artistes que ce serait dommage qu'à Avignon, on s'en prive. Et on a un peu l'impression, enfin, si je peux me permettre, quand je vais dans les festivals étrangers, où il y a où on sent qu'il y a un appétit beaucoup pour les productions venant du monde entier. On sent beaucoup on voit pas assez de la création française et qu'on a plutôt tendance, en tout cas, à être pas entre nous, mais en tout cas à se contenter, parce que c'est formidable Avignon, c'est unique au monde, mais on a tellement besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Juste une petite expérience, l'année dernière je suis allé dans un festival à Prague. En fait, ce qui était assez c'est assez étonnant et incroyable, parce que c'est vrai, il faut qu'on le dise, que le festival d'Avignon c'est super, c'est génial, c'est magnifique, mais voilà, ça revient toujours, c'est l'idée de l'ouverture. Dans ce festival, à chaque fois, enfin voilà, on a passé d'une pièce à une autre, comme ça on courait, c'était le marathon, et une fois sur deux, c'était en anglais, en français, en tchèque. Et puis, dans toutes les discussions, ce qui était assez étonnant et incroyable, on était comme ça, dans des réunions différentes, comme ça, on se retrouve. Et d'un seul coup, il y avait 5-6 langues comme ça. Tout le monde bascule d'une langue à l'autre, comme ça, d'une manière comme ça, naturelle. Anglais, tchèque, allemand, français. Et dans ce coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se comprend, tout le monde se comprenait pas, parce que, par exemple, l'allemand, moi je parle pas allemand, mais là, une personne parlait en allemand, et puis je comprends pas allemand, et paf, il y a un autre qui parle en français, un autre qui parle en anglais, enfin, une espèce de naturel, et même des gens qui se parlaient entre eux, au début ils parlaient en anglais, et puis après ils se retrouvaient à parler tchèque, enfin, c'était étonnant. Et peut-être c'est ce qui nous manque un peu, nous, aussi, ici à Avignon. Je me dis, pourquoi pas de basculer d'une langue à l'autre comme ça, naturellement? Voilà, sur le contexte de la répression, est-ce que la tranquillité du sud de la France fait que... Est-ce que vous écrivez toujours autant? Oui. Nîmes, j'habite à Nîmes. Et Nîmes, c'est une ville maintenant, j'ai dit souvent dans mes conférences, que c'est ma ville natale. J'avoue que pendant une semaine, si je quitte Nîmes, ça me manque beaucoup. Et l'écriture, après, c'est l'hasard. C'est hasard. Et cette année, pendant le printemps, j'ai beaucoup écrit. Et Sud, surtout Nîmes, ça me plaît beaucoup, surtout la Camargue. Ça ressemble beaucoup de chez moi. Et quand je suis là-bas, je respire et je trouve
de énergie pour écrire. Oui. On a un micro qui circule. Si vous avez des questions. Ou des remarques, ou des interrogations, des précisions à apporter, Oui, bonjour. Je me posais la question, à quoi servent les attachés culturels dans les ambassades? Pour vous aider Écoutez, c'est des réseaux, hein. Donc aussi entre attachés culturels. Donc il y a des gens qui sont très bien dans les ambassades à l'étranger et avec lesquels on travaille. Moi, je travaille au quotidien. Ils sont souvent là pour permettre que les projets puissent se faire, parce ils ont quand même des budgets. Donc ça permet. Là, cette année, j'accompagne par exemple des ex-étudiants du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, qui a présenté un spectacle l'été dernier ici, qui est programmé aux États-Unis et au Canada. Et donc je pars avec eux là. Donc c'est beaucoup parce que le consulat de France à Montréal a apporté des moyens. Alors après, en termes de contact, ils peuvent souvent ils ont des réseaux au sein de leur propre pays qu'ils connaissent bien. Ça dépend des pays. Et ça dépend des personnes. Mais c'est pas à négliger. Après, je pense qu'on peut pas s'appuyer que sur eux. C'est pas possible. Quand on veut faire un projet international, c'est pas possible. Juste une petite information objective. En 15 ans, l'Allemagne a perdu la moitié de ses points d'ancrage français du fait des diminutions de budget. C'est-à-dire que et que la francophonie diminue de plus en plus. Et comme on a une obligation de donner des cours de français, c'est tout le reste qui après, quand il y a une réduction de budget, qui se réduit et qui se réduit comme peau de chagrin de plus en plus du fait. Là, c'est une volonté politique. Hein. Si je peux me permettre, sûrement. Enfin, il y a des volets effectivement, de la promotion culturelle à l'étranger qui ont disparu. Mais il y a aussi des nouvelles ressources. Alors, ça arrive dans certains pays où il y a des nouvelles ressources qui apparaissent. Alors, pourquoi? Comment? C'est souvent des volontés politiques, des volontés d'échange. Donc, il n'y a pas non plus c'est pas non plus impossible que des moyens aussi nouveaux apparaissent dans certains pays, en fonction de... Quand vous parlez de diffusion des idées à l'international, comme vous l'avez fait, je suis d'accord avec vous. Enfin, complètement, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le fait d'amener des compagnies internationales en France, et particulièrement dans le Festival d'Avignon. Mais je me demandais si ça pouvait pas aussi passer par le fait que de jeunes compagnies et de jeunes artistes vont interpréter des textes étrangers, comme ça peut être le cas avec, par exemple, Lars Noren, qui, du coup, est plus vraiment vu comme un artiste étranger, vu qu'il va rentrer dans la comédie française, mais des artistes comme ça, par exemple, des pièces sur l'histoire de l'Algérie ou des choses comme ça. Est-ce que, pour vous, ça peut pas être aussi, du coup, une manière de diffuser les idées internationales? Là, moi, je vais prendre mon autre casquette qui est celle normalement de la réunion d'après, sur la maison Antoine Vitesse et sur qui est le Centre international de traduction théâtrale et qui justement vise à avoir des gens qui viennent respirer et sentir un peu tout ce qui peut s'écrire dans les différents pays, pour ensuite le ramener en France, le faire traduire en français, retraduire régulièrement les textes pour faire en sorte justement, oui, que ces textes-là circulent et qu'il y a des comités de lecture un petit peu partout en France pour faire en sorte que la mobilité des idées passe par les écritures et par les textes. Et d'ailleurs,
Vous avez tout un immense catalogue qui est sur le site, qui vient d'être refait, qui est très clair là-dessus, et où on peut commander les textes. S'ils ne sont pas édités, on les envoie sans aucun problème et à n'importe qui. Et ensuite, il y a aussi tout un travail qui se fait avec les maisons d'édition, qui ont des collections spécifiques théâtre étranger, qui permettent de faire entendre, je pense aux éditions Espace 34, qui s'attachent à avoir aussi bien des auteurs japonais que des auteurs d'Europe de l'Est, que d'aller chercher un peu partout dans tous les coins du monde. Je crois aussi, pour relier ça à votre question, mais qui est important aussi, c'est que les conservatoires en France, en tout cas, ont depuis une dizaine d'années au moins, ont beaucoup développé leur projet à l'international. Et là, je pense notamment à un projet de l'Irak avec l'Algérie, qui permet de faire un projet en commun, avec un projet artistique en commun, puis de faire en sorte que des jeunes comédiens puissent travailler de pays différents, puissent travailler ensemble sur des matières communes, des textes communs en arabe et en français. Et ça, je trouve que c'est aussi une des richesses, et peut-être qu'effectivement, dans 10 ans, ça va beaucoup changer le paysage. Enfin, moi, je mets beaucoup d'espoir au fait que les jeunes générations vont vivre aussi dans un monde beaucoup plus accessible en termes d'écriture et d'échange artistique. Enfin, j'ose espérer cela, mais en particulier pour les jeunes générations. Ce que je vous propose, c'est que il y a des bars un peu autour, que l'on puisse échanger, continuer de discuter de manière peut-être plus informelle. Je remercie nos 3 invités. J'ai oublié d'excuser Gaël Massico-Betti qui devait être ici. On se retrouve entre hommes, c'était pas prévu jusqu'à présent. Et puis remercier nos invités qui ont bien voulu venir et donner de leur temps malgré l'énergie qu'il faut pour dans un festival comme celui-ci. Et puis merci à vous d'être là. On enchaîne à 16h30 sur la question du surtitrage, justement aussi pour voir comment est-ce qu'on peut faire entendre un texte dans sa langue originale sans et qu'on comprenne au maximum. Merci beaucoup.